Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien, si vous me voyez bien. Je viens juste d'activer du coup le micro et la webcam. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette première session de formation sur les outils de calcul destinés aux études géotechniques courantes. Je vous invite à utiliser le chat au maximum si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Néanmoins, on n'a qu'une heure, donc j'essaierai de répondre en tout cas à la majeure partie des questions et si je ne peux pas répondre, dans tous les cas, j'ai un historique de la conversation, donc je pourrai répondre aux questions au cas par cas par la suite. Si vous avez quoi que ce soit comme souci, on a également, Samia qui fait partie de l'équipe Webikeo qui peut répondre, voilà, si vous avez des problèmes techniques pour assister à la présentation. Dans ce cas, c'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle donc Alexandre Tessier. Je travaille, avec la direction technique au siège à Fondasol depuis 2 ans. Avant ça, j'ai travaillé en conception sur le sud-est et ensuite en agence sur Lyon. Et donc il y a 2 ans, j'ai rejoint la direction technique pour, continuer à développer, les outils de calcul qui vous sont mis à disposition, donc sous un format Excel via l'intranet. Alors, ce que je vous propose en petite introduction, donc, les outils de calcul, que vous pouvez utiliser sont développés depuis plusieurs années par la direction technique. Ils fonctionnent sous les versions d'Excel 2013 ou les versions, suivantes. Généralement, on a donc toute une palette d'outils qui ont été développés avec, avec donc donc vous avez un outil, une problématique et généralement cela correspond à une ou plusieurs normes. Ces outils sont utilisables en complément des logiciels de calcul existants qu'on connaît, ah, on a un problème avec le son, on t'entend tout haché, on ne comprend rien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde au niveau du son? Ou est-ce que c'est que Jocelyn et Tiffany? Sur l'île, c'est nickel. OK. Ouais. Parce que là, nous ici, normalement, on a une bonne connexion. Ah si le son est haché sur d'autres agences, ça signifie que c'est peut-être possible, c'est peut-être dû au fait que peut-être une connexion plus lente de votre côté. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que est-ce que je vais demander au niveau de l'assistance, à savoir, si je coupe la webcam, peut-être que, ça passera mieux, si je fais passer que le son. Hem, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais couper. Ah voilà, donc si vous avez des soucis vis-à-vis du son, oui voilà, vous pouvez friser, la caméra à ce moment-là. Si vous pouvez la couper de votre côté, ça permettra peut-être au son de mieux passer. Alors, heu, donc je vais reprendre d'où j'en étais. Donc les outils qui ont été développés sont des outils qui sont utilisables en complément des logiciels de calcul existants. Donc les logiciels, qu'on connaît tous bien de Terrasol, de Geos ou de Rock Science, voilà les Talrand, Foxstack, Area. Certains de nos outils font, ce que certains de ces logiciels, réalisent déjà, mais globalement la plupart des outils qui sont développés sous Excel sont généralement, je dirais plus des compléments. Il arrive très souvent qu'on utilise, ces outils de calcul en plus, des logiciels existants. Et généralement, ça permet de répondre à des problématiques, qui nous sont demandées par les normes, et auxquelles les logiciels ne répondent pas forcément. Alors, où trouver l'ensemble de ces tableurs? Vous allez les trouver donc sous l'intranet MyFondasol. Ils sont répartis à 2 endroits différents. Tout d'abord, tous les tableurs qui sont plus, je dirais, de catégorie, procès-verbaux, voilà, donc pour dépouiller les essais, in situ. Et ensuite les tableurs qui vont être un peu plus axés ingénierie, plus, voilà, qui vont être plus axés calcul. Vous les trouverez sur le site production de l'intranet MyFondasol. D'un côté, dans la rubrique exploitation chantier pour les PV d'essais in situ et ensuite dans l'ingénierie pour les autres tableurs. Il existe plusieurs catégories de tableurs, à Fondasol. 2 listes principales, les tableurs en numéro 400 qui sont des tableurs en liste restreinte
et qui sont disponibles uniquement sur demande auprès de la direction technique, qui ne sont pas mis en ligne sous l'intranet, et les tableurs en catégorie 500 qui, eux, sont en accès libre. Vous allez trouver plusieurs catégories de tableurs. Alors les catégories de fondation pour les problématiques de fondation, amélioration de sol et tassement. La catégorie hydre pour les problématiques d'hydro souterraine. Séisme, bon voilà pour le sismique. Les problématiques de stabilité, donc pour tout ce qui est soutènement, parois. Vous allez également avoir les outils de synthèse qui vous permettent de réaliser différentes synthèses et d'interprétation de données géotechniques. J'y reviendrai un petit peu après. Et ensuite les PV. Au même endroit que vous trouvez ces tableurs, vous allez trouver des listes récapitulatives de l'ensemble de ces tableurs. Elles sont mises à jour tous les 2-3 mois à peu près, et également au fur et à mesure des sorties. Pour ce qui est des informations, pour savoir quand il y a un nouveau tableur, quand il y a une mise à jour de tableur, déjà on fait un mail tous les 2-3 mois que l'on double avec une communication sur Yammer et également sur le petit encart que vous avez en haut sur le site production. Et par la même occasion, les tableurs ont eux-mêmes aussi un petit message d'alerte qui vous signale lorsque vous l'ouvrez si, il y a une mise à jour de ce tableur. Alors ça, c'est plus pour l'information, voilà, donc sur l'onglet d'accueil de tous les tableurs, vous allez trouver l'historique des différentes versions qui ont existé, avec à chaque fois les lettres du coup du ou des développeurs et des relecteurs. Donc ça, c'était pour donner un peu un aperçu, voilà, des différentes personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur les tableurs. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, le principe des mises à jour. On a 2 types de mises à jour qui peuvent se faire, soit des mises à jour mineures, donc on passe juste, on change juste le chiffre après la décimale. Une mise à jour mineure permet toujours d'ouvrir les précédentes versions du tableur. Mettons, on est passé à la version 2.1, et ben les versions 2.0 et 2.1 peuvent quand même s'ouvrir. C'est une mise à jour mineure, mais vous allez avoir un petit message qui vous signalera qu'il y a eu une mise à jour et l'objet de cette mise à jour. Une mise à jour majeure, c'est vraiment on passe par exemple d'une version 2 à une version 3. Ça veut dire qu'on a corrigé quelque chose d'important au niveau du tableur et lorsqu'on réalise ce type de mise à jour, ça verrouille les précédentes versions du tableur. Si vous vous retrouvez dans un cas où vous avez des tableurs qui sont sous une ancienne version et qu'on a fait une mise à jour majeure et que donc du coup le tableur se ferme, mais que vous avez quand même besoin de récupérer les données qui sont contenues à l'intérieur de ce tableur, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous, à ce moment-là, on peut le déverrouiller et transférer les données dans un tableur mis à jour. Dans l'ensemble de nos outils, vous allez retrouver, je dirais, un ensemble d'onglets communs, en tout cas pour ce qui est des 3 premiers. Vous aurez toujours la même structure sur tous nos outils de calcul, à savoir un onglet d'accueil qui contient le nom de l'outil, la date, la version et le cycle de développement. 2 onglets, un onglet instructions internes et un onglet notices. Les instructions internes, ce sont vraiment des indications pour vous, pour savoir comment utiliser l'outil et qui vous donnent quelques astuces. Les instructions internes, elles n'ont pas vocation à être diffusées, tandis que la notice, elle reprend vraiment l'ensemble des principes de calcul et qui sont décrits dans la norme et la notice, elle peut être tout à fait transmise en annexe de votre rapport. Vous retrouverez généralement un onglet de données dans lequel vous trouverez un ensemble de cellules en bleu clair qui sont les cellules qui sont déverrouillées et dans lesquelles vous pourrez saisir l'ensemble de vos données. Les autres cellules sont protégées, ne sont pas en accès libre. Et ensuite, selon les tableurs, vous allez trouver des onglets d'impression qui vont vous permettre de faire des sorties propres en PDF pour intégrer à vos rapports. On a prévu dans certains cas des onglets d'annexe. L'exemple là ici que je vous montre en dessous, c'est l'exemple avec le tableur fondation profonde, où des fois on rajoute quelques éléments qui sont issus directement de la norme, et on intègre de plus en plus un onglet libre, un onglet qui est entièrement déprotégé, afin que vous puissiez voilà, un petit peu travailler, faire quelques formules, voilà, si vous avez besoin de faire des bouts de calcul à côté pour pouvoir intégrer vos données avant dans le tableur, voilà, vous avez cet onglet-là qui est mis à disposition. Pour ce qui est donc du coup, des tableurs, aujourd'hui, on va s'intéresser aux outils, on va s'intéresser uniquement aux outils, qui sont nécessaires pour réaliser une étude géotechnique courante. À savoir, on va parler de la synthèse Précio, de la classe de sol sismique à l'Eurocode 8,
de la classification GTR. On verra un petit peu plus en détail pourquoi après, car la classification GTR, en plus de vous donner la classification, cet outil contient d'autres petits outils, enfin d'autres modules qui vont vous permettre d'analyser vos données de laboratoire. Ensuite, on va voir donc, les tableurs classiques de fondation superficielle et fondation profonde. Fondation superficielle, on a plusieurs outils et je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi, en tout cas, on a ces outils et comment ils sont amenés d'ailleurs, à évoluer dans le temps. Et le tableur fondation profonde qui intègre par ailleurs les mises à jour du dernier amendement qui est sorti l'été dernier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter, la présentation du coup PowerPoint et je vais basculer sur, le partage d'écran pour pouvoir vous présenter, les différents outils. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a. Voilà, je vois qu'apparemment sur Nantes, vous avez des soucis de débit. Vraiment désolé, parce que, en coupant la caméra sur Nantes, il n'y a pas eu moyen de récupérer, de récupérer hop, vous n'avez pas eu moyen de récupérer le webinar? D'accord. Alors juste, ah, vous avez des déconnexions? D'accord. OK, donc effectivement, ça vient du débit, j'ai, Samia qui m'indique effectivement que ça vient du débit en agence. Alors, donc là, normalement, vous devez avoir le partage d'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? En tout cas, que vous voyez bien mon écran, que vous voyez bien là les dossiers là que j'avais prévus et du coup les tableurs? Est-ce que en termes de dimension, ça enfin voilà, est-ce que c'est pas trop grand? OK, bon bah si vous voyez bien, c'est nickel. Bah, désolé du coup pour ceux qui ont pas un bon débit, qui peuvent pas suivre la présentation. Néanmoins, sachez que la présentation, elle sera enregistrée, et elle va être remise en diffusion par la suite. Donc, vous pourrez toujours la regarder, à la fin du webinar. Donc pour ce qui est du premier tableur, donc, lorsqu'on réalise du coup une étude géotechnique, je dirais vraiment l'étude géotechnique courante, généralement on a des préciaux. Et donc du coup, je veux commencer par vous présenter un des premiers outils de synthèse qui est la synthèse Précio, qui va vous permettre, de mettre sur un même, tableur plusieurs données, plusieurs sondages pressiométriques, une vingtaine de sondages et de pouvoir, faire directement l'analyse, de vos sondages et sortir les différentes données, pouvoir construire votre maquette, géotechnique. Alors, juste le temps que le tableur s'ouvre, voilà. Donc on retrouve, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, un onglet d'accueil. Là ici, on n'a pas de notice vu que là c'est vraiment juste une analyse des différents sondages réalisés. Donc on a uniquement un onglet d'instructions internes qui vous explique comment utiliser le tableur. Voilà, le tableur synthèse Précio permet de réaliser une synthèse de 20 sondages avec essai pressiométrique. Il vous présente les différents onglets existants et comment les utiliser. Donc, si vous voulez bien, on va aller directement sur le premier onglet, l'onglet de sondage. Généralement, on essaye, voilà, on a le premier onglet d'accueil qui est tout le temps en vert et on essaie de plus en plus de mettre, voilà, quelques couleurs, en tout cas sur les onglets, pour voir un peu les onglets de données, de saisie et ensuite, les onglets, où il y aura un petit peu plus les parties, interprétation, analyse et les onglets d'impression. Donc là, je vous ai pris un exemple où j'ai déjà saisi un ensemble de données de sondage. Les premiers, voilà, donc les sondages SP1, SP2, SP3. Vous avez un bouton pour supprimer toutes les données. Là, je ne vais pas le faire parce que je veux vous montrer un peu le tableur, en tout cas comment il fonctionne avec les données saisies dedans. Mais voilà. Alors ça reste de la saisie manuelle. On n'a pas la possibilité avec les fichiers EPF qui sont issus de XGTE, donc les sondages précieux, de faire un import automatisé là-dessus. Donc voilà, contrairement au sondage pénétrométrique et au tableur équivalent qui existe pour les pénétros, synthèse pénétro, où là on a la possibilité de faire un import automatique.
Donc ça reste effectivement de la saisie manuelle. Donc le sondage saisit donc avec son nom, sa cote et vous saisissez au début, pour tout votre tableur, l'ensemble des couches et ensuite à quelle profondeur vous les rencontrez, pour les différents sondages et ensuite vous complétez donc l'ensemble des données avec, les profondeurs des différents essais et les valeurs que vous obtenez, dans ce tableur. Oui, d'ailleurs, Adrien signale, il a raison, effectivement, de faire attention aux signes supérieurs, notamment vis-à-vis des valeurs, quand on a fini de dépouiller un essai précieux et qu'on n'a pas atteint la pression limite et qu'on a mis, supérieur à telle valeur. Voilà, donc là, de ce côté-là, effectivement, faire attention aux valeurs que vous allez saisir. Hem, une fois que vous avez saisi l'ensemble de vos données, pour les 3 sond enfin là pour les sondages, vous pouvez basculer dans l'onglet statistiques. L'onglet statistiques va vous permettre déjà de faire une analyse de vos différentes données de faire vos différentes, une analyse de vos différentes données de sondage avec, les calculs des différentes moyennes, bon tout ce qui est de plus classique, les moyennes géométriques pour les valeurs de PL et de PF et moyenne harmonique pour les valeurs de EM. Vous remarquerez qu'on les met en gras, c'est généralement les valeurs qu'on va retenir par couche lorsqu'on construit, sa maquette géotechnique. Pour ce qui est voilà, vous avez également une petite ligne au-dessus où vous allez voir les différents sondages que vous avez saisis apparaître. Il suffit de mettre une petite croix ou de ne pas la mettre pour pouvoir prendre en compte ou ne pas prendre en compte tel ou tel sondage dans la réalisation de cette synthèse. Heu, vous avez également, voilà, à titre, informatif, les différentes données qui sont prises en compte par couche là ici. Et vous avez également une alerte, parce que là, l'exemple que j'ai saisi, est pas forcément l'exemple peut-être je dirais le plus intéressant. Il aurait fallu peut-être un peu trier les données. Vous avez un avertissement qui s'affiche là sur le côté pour vous signaler que lorsque, dans certaines couches, la pression limite maximale est supérieure à 2 fois la pression limite, minimale, il faut s'assurer à ce moment-là que la formation est bien homogène et que les valeurs que vous avez saisies, en tout cas que vous avez considérées comme étant appartenant à la même couche lithologique, sont bien quand même un peu homogènes. Si vous avez vraiment des écarts de valeurs qui sont importants, ça signifie que peut-être vous n'êtes pas dans la même couche, peut-être il faut refaire un découpage, voilà. Donc cette alerte, elle vous le signale. Moi là, bon, j'ai pris un exemple qui était un petit peu, enfin, qui n'était pas forcément, réaliste, mais c'était en tout cas pour montrer, comment le tableur fonctionnait. Vous avez également les calculs d'écart type et des calculs de moyenne moins écart type et plus écart type et moins, 1/2 de l'écart type. Une fois que vous avez que toute cette analyse, statistique est faite, qui se fait d'ailleurs automatiquement dès que vous cliquez sur l'onglet, statistiques ou lorsque vous modifiez là ici, la prise en compte ou non de tel ou tel sondage, vous pouvez basculer dans l'onglet résultats. Dans l'onglet résultats, vous avez plusieurs options. Alors la première des choses, donc, vous pouvez saisir votre numéro d'affaires, la référence, les commentaires et vous allez pouvoir construire votre modèle géotechnique à partir des différentes données, là que vous avez eues dans l'onglet statistiques. Vous pouvez choisir ou de travailler en profondeur ou de travailler en cote. Bon, généralement, ça reste quand même plus pratique de travailler, en cote et vous allez voir également par la suite pourquoi avec l'onglet graphe. Ça permet de bien recaler les sondages les uns par rapport aux autres. Vous pouvez ensuite afficher sur plusieurs graphiques les différents paramètres pressiométriques, le module pressiométrique, la pression limite ou la pression de fluage. Vous pouvez afficher un ou plusieurs sondages et ensuite vous pouvez afficher le modèle. Le modèle, c'est ce que vous allez saisir ici et c'est ce qui va apparaître en très gras. Les différentes moyennes, voilà, moyenne arithmétique ou alors les moyennes directement de EM et de PL, PF. Donc voilà, moyenne géométrique pour PL et PF et moyenne harmonique pour EM. Voilà, et après on peut également afficher, les valeurs pour, dans le cas où on enlève ou on rajoute, l'écart type. On peut s'amuser à le faire là ici et là, ça se superpose forcément au modèle vu que j'avais pris déjà ces valeurs-là. Mais si on s'amuse à les saisir, voilà, on obtient bien ces valeurs ici. Enfin, lorsqu'on bascule dans l'onglet graphes, vous avez la possibilité d'avoir une représentation en histogramme des différentes couches de sol, voilà, par sondage, SP1, SP2, SP3. Vous avez, de la même façon que dans l'onglet statistique, un petit ruban au-dessus où vous pouvez saisir, dans quel ordre vous souhaitez afficher les sondages et lesquels vous souhaitez afficher ou lesquels vous ne souhaitez pas afficher.
Alors évidemment, ce n'est pas un vrai profil en long, vu qu'on n'a pas, de respect des distances entre sondages. Néanmoins, voilà, dans certains types de projets, ça peut être intéressant de voir notamment les variations, du toit des différentes couches, où est-ce qu'elles se situent et de quelle façon ça peut impacter votre projet. Vous avez oui, j'ai oublié tout à l'heure dans l'onglet résultats, vous avez sur tous les graphes, j'y reviendrai plusieurs fois, des boutons E ou des boutons là ici qui vous permettent de modifier les échelles des graphiques. Si on s'amuse à cliquer dessus pour celui-ci, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de saisir et de modifier les paramètres, d'échelle de votre graphique. Ces fenêtres, on les a prévues tout simplement parce que les graphiques, comme l'ensemble des données, mis à part les cellules bleues, sont protégés. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas accéder, de façon classique aux options d'un graphique Excel pour modifier, l'échelle de ce graphique. C'est pour ça qu'on a prévu ces petits modules pour que vous puissiez modifier les échelles et vous avez un bouton global qui vous permet de modifier toutes les échelles en même temps. Voilà. Je ne sais pas si vis-à-vis de ce tableur, vous avez des questions? Je vais attendre un petit peu. Ah, je vois qu'il y a quelques questions. D'accord, je vois effectivement ce que m'écrit Adrien, par rapport à la cote. Alors ça, de toute façon, en tout cas, ces tableurs, il faut bien faire attention, voilà, que ce soit les paramètres d'échelle, bien raisonnés qu'en cote ou en profondeur. En tout cas pas enfin, en tout cas pas mixer les 2. Hem je regarderai Adrien. Tu m'enverras si tu retrouves un exemple qui bug. Mais en tout cas, généralement en cote, enfin moi j'ai jamais eu trop de soucis. Et là, typiquement, on a des cotes positives et négatives et a priori ça en tout cas ça fonctionne. Quand tu le fais tourner, en tout cas ça fonctionne. Mais je veux bien que tu m'envoies à ce moment-là si tu as repéré un bug. Oui aussi de façon générale, que ce soit pour des conseils d'utilisation ou si vous remarquez des fois des bugs ou des coquilles, faut pas hésiter à nous les faire remonter. De toute façon justement pour qu'on puisse, mettre à jour et continuer à faire vivre et faire évoluer nos outils. Donc si pour la synthèse Précieux c'est bon, je vais fermer et je vais attaquer donc, le deuxième qui est la classe de sol sismique. Alors je vais devoir un petit peu accélérer, je vois qu'il est déjà presque 14h55. Donc pour réaliser une étude, géotechnique courante, voilà, quand on a fait, l'analyse de toutes ces données de sondage, de ces différents essais, qu'on a construit notre synthèse géotechnique, bon là à partir de données, j'avais pris l'exemple uniquement des données pressiométriques, on peut être confronté à devoir, classifier, son sol vis-à-vis du risque sismique et notamment vis-à-vis de l'Eurocode 8. Donc ce tableur, c'est le tableur 514, qui comporte comme, les autres fois, un onglet d'instructions internes et un onglet de notices, qui reprend donc les différents calculs qui sont réalisés par ce tableur. Alors ce tableur, il est assez simple d'utilisation. On l'a repris, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, en tout cas en termes de présentation, pour le rendre un petit peu plus lisible. Donc vous avez un onglet de données, vous saisissez donc l'affaire, la référence, le sondage et vous choisissez le type de profil, à savoir est-ce que vous travaillez avec des données en vitesse sismique ou par corrélation à partir de modules pressiométriques, donc le choix 1 ou le choix 2. Ensuite, de base, la détermination de la profondeur du substratum, soit ou de la première couche de sol A qui est rencontrée sur le profil ou alors de base du coup à 30 mètres. Généralement, on va laisser le choix ici sur 1, parce que le tableur va déterminer automatiquement à partir de quand il rencontre une première couche de sol A. Si vous êtes dans un cas où vous devez imposer cette profondeur, où vous savez que vous devez caler la profondeur, que c'est telle profondeur, vous faites à ce moment-là le choix 2. Ensuite, vous avez une question qui vous est posée qui est très importante vis-à-vis du risque de liquéfaction ou dans le cas où vous avez des argiles sensibles, tout simplement parce que si vous êtes dans ce cas-là, si vous sélectionnez oui, il faut savoir que la classification des sols va basculer en S2. Voilà, si on met oui ici, si vous avez des sols liquéfiables, la classe de sol sismique sera forcément S2. Voilà, donc ça c'était, l'un des éléments de l'Eurocode 8. Ensuite pour la saisie de vos données, vous saisissez, l'ensemble alors là j'ai pris un exemple à partir de modules pressiométriques. Vous saisissez les profondeurs de vos essais, les valeurs de EM,
votre modèle, géotechnique avec les différentes couches. Attention, ne pas saisir, de base de couche au même niveau que, la profondeur d'un essai pressiométrique. Donc, ça, de toute façon, si on fait ça, vous allez avoir des petites alertes qui vont s'afficher là sur le côté et qui vont vous signaler qu'il faut changer la profondeur. Donc là, à ce moment-là, c'est juste parce que, eh bah, votre essai pressiométrique, il faut impérativement que vous l'attribuiez à une couche. Soit il est dans les remblais, soit il est dans les graviers, mais il n'est pas forcément à cheval sur les 2. Donc il suffit à ce moment-là de modifier la profondeur, soit de bah, moi je pense plutôt de laisser à ce moment-là et de l'attribuer à une couche si effectivement on a un essai, mettons à 1,50 m, mais qu'on sait que l'essai a été fait, voilà, qu'il est fait dans les remblais, vous le mettez à 1,49 et à ce moment-là, la valeur basculera dans les remblais. Alors dans la dernière couche, est-ce qu'on doit impérativement imposer 30? Non, pas nécessairement. Alors il faut savoir que l'Eurocode 8 impose normalement que l'analyse soit faite sur, une mesure qui soit faite à 30 mètres, à partir de mesures de la vitesse de cisaillement des ondes, donc VS. Dans la pratique, un vrai corossol à 30 mètres, c'est très rare qu'on en ait. En tout cas, c'est compliqué et c'est souvent, enfin c'est compliqué à réaliser, c'est assez cher, en tout cas pour une étude courante. Donc, on peut réaliser quand même une partie de l'analyse à partir d'un sondage pressiométrique qui ne descend pas forcément à 30 mètres. Néanmoins, voilà, l'analyse est quand même à prendre avec des pincettes là-dessus, vu que sur le principe, on n'a pas forcément la reconnaissance jusqu'à 30 mètres. Il faut savoir d'ailleurs que le cahier de la FPS, le cahier numéro 38, vous donne quelques éléments par rapport à des analyses de sondage qui peuvent être faites entre 20 et, enfin, pour la partie entre 20 et 30 mètres. D'ailleurs, vous allez le voir là ici dans l'exemple, parce que j'ai laissé un exemple qui est saisi. Lorsque vous cliquez sur l'onglet, pour voir du coup les résultats, vous avez une alerte qui s'affiche lorsque votre sondage fait moins de 30 mètres. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire l'analyse, mais ça veut juste dire qu'effectivement, on n'a pas la reconnaissance qui a été faite jusqu'à 30 mètres. Là, dans le cas des données que j'ai saisies, on avait une couche, on avait le rocher que l'on rencontre à partir de, que je dise pas de bêtises, voilà, qu'on rencontre à partir de 12,5 mètres de profondeur. Voilà. Donc, en dessous des calcaires altérés, on a le calcaire qui commence à 12,5 mètres. On a donc le sol de classe A, donc on a le rocher. On va admettre là, dans l'exemple ici, qu'on sait que le calcaire ensuite continue jusqu'à 30 mètres. Mais vous n'êtes pas obligé pour la classification de saisir les données, d'imposer jusqu'à 30 mètres. Si on regarde l'analyse de cet exemple, c'est pour ça que je l'avais laissé parce qu'il est assez intéressant. Vous êtes dans le cas où vous avez des couches de sol, de classe C en tête, notamment, jusqu'à, enfin d'une épaisseur qui est supérieure à 5 mètres en tête, qui repose ensuite sur un sol de classe B et en dernier sur un sol de classe A. Donc, sur le principe, on a des sols qui sont plutôt mauvais en tête, mais avec le rocher qui est à 12,5 mètres de profondeur. Et bien, cette configuration correspond à une configuration qui n'est pas du tout favorable d'un point de vue sismique, c'est un sol de classe E. Donc un sol de classe E, c'est justement un sol pour lequel on a voilà, une couche superficielle avec des VS qui sont de classe C ou de classe D, avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 mètres et qui repose sur un matériau plus raide. On est dans ce cas présent. Pour rappel, les critères entre, les catégories A, B, C, D, voilà, supérieur à 800 mètres par seconde, c'est les sols de classe A, de 360 à 800 B, de 180 à 360 C et inférieur à 180 D. On a également les classes S1 pour lesquelles on a une valeur de VS qui est inférieure à 100 mètres par seconde. Théoriquement, l'Eurocode 8 ne nous donne que ces 3 paramètres pour pouvoir classifier, les sols vis-à-vis du risque sismique. Donc le VS, le SPT, que l'on pratique très peu, et la cohésion non drainée. Le cahier de la FPS numéro 38 vous donne des indications supplémentaires, notamment des correspondances de ces classes de sol avec les paramètres pressiométriques et pénétrométriques. Nous, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait en tout cas. Lorsqu'on utilise le module EM, on utilise une relation de corrélation, qui utilise, le module de cisaillement G et qui permet de relier du coup, ce module avec le module pressiométrique et de revenir finalement à une vitesse, de cisaillement des ondes. Cette corrélation, elle doit se faire à partir d'un paramètre bêta dans différentes configurations que vous pourrez voir ici. Donc, si vous avez une pression limite supérieure à 1 MPa ou inférieure à 1 MPa, et ensuite dans le cas où vous avez des essais pressiométriques qui sont réalisés dans un forage préalable ou des essais qui sont réalisés avec l'introduction de la sonde par refoulement.
Je crois qu'on a à peu près fait le tour pour ce qui est de ce tableur. Je ne sais pas si vous avez des questions? Alors j'attends un petit peu de voir si vous avez du coup des questions avant d'attaquer. Oui Adrien, du coup pour la valeur bêta. Oui, tout à fait, oui, il est nécessaire d'avoir une valeur précio pour chaque couche. Mmh. Oui, pour les valeurs de PL inférieures à 1 MPa, 12 à 15, oui. C'est-à-dire qu'en fait la corrélation est pas forcément, Ah, tu me demandes du coup savoir c'est entre 12 et 15? Hem, Ça je dirais que de ce côté-là, faut essayer en tout cas d'être, entre 12 et 15. Très honnêtement, pour ces valeurs-là, voilà, faut être assez prudent au niveau de la corrélation. Saisir 12 ou 15, heu, tu peux voir en fait, tu peux voir, de quelle façon ça va impacter ta corrélation sur le calcul de l'AVS qui est estimé. À savoir, si effectivement dans quel cas c'est plus favorable ou pas. Donc toi tu mets toujours 9, OK. Après voilà, je pense que en tout cas, par rapport à cette corrélation, elle est plus juste pour les valeurs de PL inférieures à MPa avec des valeurs de bêta qui sont plus élevées. Maintenant, cette corrélation, comment est-ce qu'elle est calée? En tout cas, c'est une formule que nous a proposée, Éric Jandel là-dessus. Dans la pratique, une partie de l'analyse qui a été faite, l'année dernière a tendance à montrer que cette relation serait peut-être un petit peu plus complexe que ça pour les valeurs inférieures à 1 MPa. Voilà, donc donc il vaut mieux en tout cas essayer d'être je dirais au plus sécuritaire là-dessus. Hem, voilà, si vous permettez par contre je vais devoir avancer parce que là sinon on va pas arriver à finir. Mais je répondrai à ta question, enfin on en reparle un petit peu après Adrien si tu veux. Alors, je vais lancer le troisième outil qui est la classification GTR. Alors je ne sais pas si certains le connaissent ou pas, vu que c'est un outil qui est sorti l'année dernière. C'est un outil qui vous est mis à disposition pour donc faire une classification GTR. Ça, vous allez me dire, vous l'avez déjà avec les résultats laboratoires. Ce tableur va quand même un petit peu plus loin. Une fois qu'il sera ouvert, voilà. Donc le tableur GTR, donc un onglet d'instruction interne, un onglet données. 1 chose à savoir, donc vous avez un bouton pour effacer les données et la possibilité d'activer ou non la présence du module Argile, qui est ici, qui est tout au bout à droite. 1 règle sur ce tableur à savoir, c'est qu'il ne faut pas mélanger les sols, les roches et les sous-produits industriels selon le GTA. Soit vous traitez dans un même tableur les roches, soit vous traitez les roches, soit les sols, soit les sous-produits industriels, mais pas les 3 en même temps. Si on prend l'exemple là ici, alors moi j'ai fait justement ce qu'il fallait ne pas faire, à savoir que à partir de l'échantillon 23 jusqu'à l'échantillon 30, ce sont des données de roches ou de sous-produits industriels qui ont été saisis. En fonction du choix que vous allez faire ici, si par exemple on sélectionne des matériaux rocheux, les colonnes vont changer ici. Vous allez avoir différentes colonnes qui vont s'afficher ou se masquer en fonction. Donc d'ailleurs là vous voyez qu'effectivement les échantillons que j'avais saisis ici, c'était des roches. Donc voilà. De la même façon pour les sous-produits industriels, mais on va revenir quand même sur les sols parce que c'est eux qui vont le plus nous intéresser. Le principe de ce tableur, c'est que vous pouvez saisir l'ensemble de vos données de vos échantillons. Vous pouvez en saisir une trentaine et il faut les saisir de gauche à droite, toujours dans l'ordre, en respectant, l'ordre des colonnes. Pourquoi?
parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez compléter les données en avançant de gauche à droite par ligne, le tableur va vous indiquer au fur et à mesure ce que vous avez besoin de saisir ou ce que vous n'avez pas ou plus besoin de saisir. Je m'explique. Les cellules qui sont en bleu clair, ce sont les cellules qui sont libres de saisie, auxquelles vous pouvez accéder facilement. Les cellules qui sont en bleu foncé et qui vont apparaître en bleu foncé, ce sont les cellules qui vont être nécessaires, voire même, enfin indispensables, pour pouvoir continuer à réaliser la classification. Les cellules qui vont basculer en blanc, ce sont les cellules dont vous n'aurez plus besoin. Typiquement, si avec les éléments que vous avez saisis, notamment, je pense le cas où vous allez saisir une VBS très très faible, vous allez tomber sur un matériau qui est insensible à l'eau, du coup vous allez avoir d'autres paramètres par la suite qui vous seront plus demandés, qui ne seront plus nécessaires pour réaliser la suite de la classification. On a rajouté dans les paramètres qui ne sont pas forcément nécessaires dans le GTR, le passant à 2 microns. Tout simplement parce que cette donnée, en plus de toutes les autres, va servir pour les analyses vis-à-vis du retrait-gonflement dans le module argile. Si on regarde le récapitulatif qui vous est fourni, alors là j'ai saisi toute une palette d'exemples pour pouvoir montrer justement qu'on peut réaliser la classification GTR et ce en allant même très très loin, à savoir qu'on peut aller jusqu'à avoir la sous-classe selon le comportement d'un point de vue mécanique et en plus donc l'état hydrique. Donc voilà, que les autres échantillons ici n'apparaissent pas évidemment parce que ce sont des données de roches ou de sous-produits industriels. Vous avez dans ce tableur des graphiques sous la forme de nuages de points qui vous permettent de représenter l'ensemble de vos échantillons. Vous avez également la possibilité de savoir de quel échantillon il s'agit en passant le curseur là-dessus. Vous avez des petits commentaires. Alors c'est pas toujours très évident, mais voilà. Vous avez la possibilité de savoir de quel échantillon il s'agit et voilà de sortir ce graphe GTR lorsque vous avez voilà une analyse de laboratoire où vous avez eu énormément d'échantillons. De la même façon, le même graphique existe pour les sols dont le Dmax est supérieur à 50 millimètres, donc les sols de type C, et vous avez les D3 ici. Et ensuite, vous avez un onglet descriptif classe GTR. Alors le principe de cet onglet, c'est que vous avez l'ensemble des descriptions des classes GTR qui ont été ressaisies ici. Vous avez une seule cellule bleue ici où vous pouvez sélectionner votre échantillon. Prenons l'exemple là de l'échantillon 9. L'échantillon 9, voilà, on rappelle l'ensemble des résultats. C'est le sondage CS1, il a été à telle profondeur, c'est un type B1, il est insensible à l'eau et c'est même un B11. Là, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que c'est un B1 finalement. Donc vous avez les graphes qui vous sont rappelés ici, avec ici des liens. Il vous suffit de cliquer ici sur B1 et ça vous emmène directement sur toutes les lignes en dessous dans la zone où vous avez donc le matériau de type B1, la description, les différents paramètres qui ont permis de le classer en B1 et donc la description de ce type de matériau. Pour information, les cellules là ici de description sont accessibles. Elles ne sont pas protégées, donc vous avez la possibilité également de récupérer la description. Ça fonctionne pour tous les échantillons que vous aurez saisis dans votre tableur. Si on reprend l'exemple de l'échantillon 11, non peut-être le 12, c'est pas le bon. Voilà, celui-là, je voulais un C justement. Alors on prend le cas de l'échantillon 14 qui est C2B4. Alors C2B4, c'est un échantillon qui est C2BI. Donc si on clique là-dessus, on arrive sur les descriptions des sols de classe C. Les C2BI, à ce moment-là, on arrive ici sur les différents types, de C2B4 qui existent. Alors on a le C2B41, C2B42, et il suffit de cliquer, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était un 41 ou 42, il suffit de cliquer là-dessus pour revenir sur la description du B41 parce que du coup la description d'un échantillon de classe C va être définie par la description de sa fraction fine, donc du coup de la partie B4 de l'échantillon C2 B4. Enfin, dernier élément de ce tableur, la sensibilité des argiles au retrait-gonflement sous l'effet des variations hydriques. Vous allez retrouver l'ensemble de vos données de sondage et notamment les paramètres qui vont vous permettre d'évaluer le risque de retrait-gonflement vis-à-vis des argiles. Vous retrouverez que les paramètres qui sont spécifiques à ce risque avec différentes classifications. Vous allez vous retrouver la classification classique de Casagrande avec la représentation de vos points sur ce diagramme. Vous allez retrouver différents types de classifications qui existent à partir des différents paramètres de laboratoire. Alors, les exemples que j'ai saisis ne sont pas forcément des exemples réalistes.
ce pourquoi vous pouvez avoir par exemple une argile active, une argile inactive et un risque moyen. Voilà, c'est pas forcément des exemples réalistes que j'ai saisis. Néanmoins, vous allez pouvoir, évaluer le risque de retrait-gonflement de vos argiles, à partir, des différentes données de laboratoire que vous avez. Vous avez la description, différentes légendes. La classification selon Magnan et Bedin, qui est aussi une classification classique que l'on utilise en plus de Casagrande pour évaluer le risque de retrait-gonflement des argiles. Ces éléments sont également prévus, vous pouvez faire un aperçu, ça peut faire 2 annexes, que vous pouvez sortir en PDF, hein, vous pouvez tout à fait les intégrer dans vos rapports. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cet outil, si vous le connaissiez, si vous l'utilisiez ou pas trop ou pas encore? Ah, ben ravi de te l'avoir fait découvrir dans ce cas. Donc, n'hésitez pas et si vous avez des questions sur cet outil, je me tiens à votre disposition, moi, pour celui-ci ou pour d'autres. Mais voilà, donc, vous le verrez, en tout cas, n'hésitez pas, si vous le téléchargez, voilà, à effacer les données et à vous amuser à saisir, de gauche à droite les données. Vous allez voir au fur et à mesure les cellules qui vont changer de couleur et qui, du coup, vont vous indiquer, qu'est-ce que vous avez besoin de saisir, qu'est-ce que vous n'avez peut-être plus besoin de saisir parce que le tableur, commence la réalisation de la classification dès les premières données que vous allez saisir. Donc c'est le tableur 555 qui est sorti l'année dernière du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, en tout cas j'essaie de le signaler, lorsqu'on sort des nouveaux tableurs tous les 2-3 mois, que ce soit par le mail que je fais passer, ce sont les tableurs avec le petit marquage vert lorsqu'il y a un nouveau tableur qui sort. Et je vais essayer de faire peut-être des encarts un petit peu plus détaillés, que ce soit par Yammer ou que ce soit sous l'intranet sur le site production, lorsqu'il y a un nouveau tableur, vraiment pour vous signaler: «Et regardez, il y a ça de nouveau, ça peut peut-être vous intéresser». Ce tableur, il va être amené à évoluer par la suite. Alors bon, il y a une mise à jour du GTR qui est prévue, d'un point de vue normatif, donc à voir si on va faire évoluer ce tableur ou si on devra peut-être le reprendre avec la sortie de la nouvelle norme, en fin d'année, donc à voir. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer la partie fondation superficielle parce qu'elle va nous prendre pas mal de temps et ensuite on enchaînera sur les fondations profondes. Donc pour ce qui est des fondations superficielles, vous avez plusieurs choses. Alors, vous avez 2 tableurs qui existent pour faire les fondations superficielles. Le tableur 537 qui est le tableur classique, je pense que vous devez beaucoup utiliser, qui est le tableur fondation superficielle Precio et le tableur 551 qui est sorti l'année dernière, qui est le fondation superficielle bêta. En substance, ils font la même chose tous les 2. Le fondation superficielle bêta peut calculer, des fondations superficielles avec des données pressiométriques. Néanmoins, le tableur 551 il va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que vous pouvez lui saisir des données pressiométriques, mais aussi des données pénétrométriques et également des données CFI. C'est-à-dire qu'il permet de réaliser les calculs de portance avec les 3 méthodes qui sont décrites dans la norme fondation superficielle, la 94-261. Pour le moment, il ne comporte que l'onglet semelle rectangulaire. On a voulu en fait le sortir un petit peu tôt, à savoir pour pouvoir avoir un petit peu justement des retours utilisateurs sur ce tableur, le 551, notamment si vous avez des cas de chantier où vous allez avoir des données pressiométriques et des données pénétrométriques. Ça peut être intéressant de voir de quelle façon, vous pouvez obtenir, une portance, assez différente entre des données pressiométriques et des données pénétrométriques et quelle valeur de tassement vous obtenez, entre les 2 méthodes. Donc si vous voulez bien, on va commencer d'abord par le tableur fondation superficielle Precio, qui est en version 5.0, qui est une version qui n'est pas encore sortie, qui est sur le point de sortir, mais je vous la montre quand même justement là maintenant, parce que je pense qu'elle va en intéresser plus d'un. Donc, s'il veut bien s'ouvrir. Allez Excel, tu peux le faire. Hem, alors, pour répondre à la question de Mélanie, le rendu labo, les feuilles de récapitulatif labo, elles ont été prévues, en tout cas l'ordre des colonnes, j'ai calé ça avec le labo
pour que, dans le tableur GTR, je puisse ajouter un bouton d'import, pour que tu puisses importer tes données depuis l'Excel récapitulatif du labo dans le tableur 555. Ce bouton d'import est pas encore opérationnel, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, donc mais ça va arriver. Hem, alors, juste le temps que le tableur s'ouvre, voilà. Donc ce tableur que vous devez, je pense, pas mal connaître, donc le tableur fondation superficielle Précio. Je ne vais pas revenir sur la notice et les instructions internes. Je vais attaquer directement par les onglets classiques que vous connaissez, semelle rectangulaire, semelle filante et semelle circulaire. Vous avez la possibilité, donc vous saisissez voilà les paramètres de votre affaire et ensuite vous pouvez saisir 6 cas de charge différents. Vous avez, les conventions qui vous sont indiquées sur le côté par rapport aux dimensions de la semelle, la charge, voilà, les efforts verticaux, horizontaux et les différents moments que vous pouvez saisir. Ensuite, la cote du plan de référence et la saisie de votre modèle géotechnique, avec les différentes catégories qui existent donc, par couche, la base des couches et les paramètres des différentes couches, paramètres pressiométriques. Si on s'amuse à saisir du coup des données, donc on se place en condition drainée. Alors peut-être pour vous indiquer un petit peu plus à quoi correspondait sigma prime V0 et Q0. Je vous ai rajouté des petits schémas en commentaire pour vous indiquer comment les calculer. Donc sigma prime V0, la contrainte effective verticale initiale à la base de la fondation, c'est un paramètre qui va être pris en compte dans le calcul du tassement. Ça va vous permettre d'enlever justement la partie de terre, qui se trouve entre la base de la fon entre la base de la f entre la base de la fondation et le terrain naturel. Donc ce terrain, du coup, cette charge que vous allez décharger quand vous allez venir enlever le terrain pour venir mettre la fondation. Vous avez également Q0, qui est la contrainte cette fois-ci totale verticale finale à la base de la fondation. Il s'agit de la hauteur de terrain entre, le terrain, au niveau fini et la base de la fondation. Cette valeur, elle va intervenir dans le calcul de la portance et dans la vérification du poinçonnement. Ensuite, la possibilité d'intégrer ou non la présence d'un talus à proximité de la fondation et les paramètres associés. Les paramètres ici que vous allez saisir qui vont intervenir, dans la vérification au glissement de la fondation et ensuite les paramètres, de largeur, de longueur, la cote d'assise et le principe de ce tableur, vous avez un gros bouton calcul, vous cliquez dessus, ça calcule et ça vous affiche les valeurs. Ça vous indique si en termes de portance, c'est validé ou pas, si en termes de renversement, c'est validé et si en termes de glissement, c'est validé. Et ensuite les valeurs de tassement en millimètres. Donc ça, c'est pour l'onglet, semelle rectangulaire. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur les autres onglets qui sont exactement basés sur le même principe, la semelle filante et la semelle circulaire, simplement que les caractéristiques, voilà, à saisir du fait de la géométrie sont différentes. Voilà, ainsi que le torseur, voilà, on va raisonner en kilonewtons par mètre linéaire, vu qu'on est en filant. Je vous montre rapidement juste ce nouvel onglet là que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Tassement G2AVP, qui va sortir là tout prochainement que l'on a rajouté justement qui est pensé pour les agences. À savoir, donc un onglet, qui est pensé du coup pour les G2AVP car bien souvent en G2AVP, c'est très rare qu'on ait un torseur, d'effort complet. Généralement on n'a même pas de descente de charge. Déjà quand on les a en G2 Pro, c'est bien. Donc la G2AVP généralement on les a pas. Donc on a prévu un petit onglet supplémentaire où vous avez la possibilité de faire, un petit calcul rapide de contrainte ELS-ELU comme on le fait classiquement. Vous allez me dire: «C'est pas bien compliqué, c'est juste une multiplication», mais ça a le mérite au moins de pouvoir se faire là-dessus. Et ensuite la possibilité de saisir une vingtaine de sondages que vous allez pouvoir, donc saisir, manuellement, où vous allez saisir du coup donc les profondeurs et les valeurs de modules pressiométriques. L'intérêt d'avoir ça, c'est qu'on va pouvoir faire du calcul de tassement par sondage, un petit peu ce que faisait l'ancien logiciel, WSemelle. Donc ensuite, par sondage, vous saisissez la profondeur d'assise, voilà. Les coefficients rhéologiques sphériques et déviatoriques, on est obligé cette fois-ci de les saisir manuellement, ils ne peuvent pas être calculés automatiquement. Donc ça vous est expliqué ici en commentaire. Alors là, le commentaire est un petit peu masqué, je le corrigerai avant que ça sorte. Mais voilà, donc pour vous expliquer quel alpha vous devez prendre en compte. Si vous devez rajouter, si vous devez calculer une contrainte effective initiale à la base de la fondation et le prendre en compte dans le calcul de tassement. Si on réalise ce calcul, donc vous allez le réaliser,
On peut le faire. J'ai prévu le cas pour faire, oui, oui, je suis d'accord Charlotte. Oui, non, j'ai fait c'est pas forcément du réaliste, hein, en tout cas. J'ai saisi, donc, on peut faire 2 exemples de semelles isolées et 2 exemples de semelles filantes. On est parti du principe qu'au stade de la G2 AVP, on va peut-être pas forcément faire de semelles circulaires. On verra à l'usage. Moi, je l'avais prévu au cas où, on pourra le réintégrer. Donc, vous avez le tableau de résultats. Il suffit de cliquer sur calcul et vous allez avoir l'ensemble des résultats qui sortent, les calculs de tassement. Donc c'est un tout petit peu long. Le temps que ça s'affiche. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, d'habitude c'est voilà, c'est bon. Voilà, donc vous avez votre tableau avec directement vos résultats mis en forme, avec vos dimensions de semelles, semelles isolées, semelles filantes, vos valeurs de tassement selon les différents profils. Et vous avez la possibilité de le copier directement dans Word. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton, ça copie le tableau dans le presse-papier et vous pouvez le copier dans le modèle de rapport, Oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le calcul de tassement se fait sous, la contrainte ELS que vous avez calculée ici, justement. Généralement, c'est ce qu'on réalise d'ailleurs en AVP, c'est qu'on réalise, le calcul de tassement sous l'effet de cette contrainte, maximale. La contrainte, elle est calculée à partir de ce que vous avez saisi ici. Vous avez la possibilité de l'imposer également. Voilà, est-ce que le petit nota ici qui vous indique que les calculs de tassement sont réalisés avec cette contrainte. Pour essayer de faire vite, parce que je vois que le temps passe, je vais vous montrer assez rapidement le tableur, l'autre tableur, le 551. Hop. Donc, la version 5.0 du tableur 537 va sortir assez rapidement et cet onglet, tassement G2AVP sera également intégré dans le tableur, 551. À terme, aujourd'hui, le tableur 551, donc qui comporte la méthode Précio, Pénétro et CEFI uniquement pour la semelle rectangulaire, aura la même chose pour la semelle filante, la semelle circulaire. À terme, il n'y aura plus que le tableur 551. On finira par, fermer le tableur 537. Si vous avez des campagnes croisées, voilà, avec du Précio ou du Pénétro, vous avez ce tableur 551 qui est fait pour vous. Vous pouvez afficher ou masquer le détail des calculs. Vous pouvez choisir le type de fiche que vous allez sortir en impression, soit une fiche G2 simplifiée, soit une fiche G3 détaillée. Vous pouvez saisir vos différents cas de charge et indiquer avec quelle méthode vous allez calculer, soit en Précio, soit en Pénétro, soit en CEFI. Après, le principe du tableur reste très similaire au tableur 537. Simplement qu'en plus de la méthode pressiométrique, où vous retrouvez ces colonnes-là, vous avez les paramètres de la méthode pénétrométrique. Si vous êtes amené à travailler avec des données pénétro, en termes de capacité portante, ça ne posera pas de souci, on va travailler avec le QC. Pour le calcul du tassement avec le pénétro, le problème du pénétro, c'est qu'on n'a pas de mesure de module d'élasticité, ce qui signifie qu'on fait de la corrélation. Donc là, pour faire de la corrélation avec ça, il faut utiliser l'indice de Robertson, qui est aussi appelé indice de comportement de sol, que vous pouvez déterminer avec le tableur 524 qui permet de faire l'interprétation des sondages de type pénétro, les CPT. Je vous invite à faire très attention à ce paramètre que vous allez saisir ici, parce que du coup, c'est de ce paramètre que va dépendre vraiment la valeur de tassement que vous allez sortir à partir des données pénétrométriques. C'est donc une donnée qui est très sensible. Ensuite, on va retrouver les mêmes données que tout à l'heure à saisir, avec un petit peu plus, puisqu'on a aussi la méthode CEFI qui se balade au milieu. Et en option supplémentaire que vous allez avoir la possibilité de prendre en compte dans la vérification au glissement de la réaction frontale et de la réaction tangentielle dans la résistance au glissement vis-à-vis de votre semelle. Donc voilà, si on affiche typiquement les détails et les options supplémentaires du tableur, vous allez voir plusieurs lignes voilà, qui étaient masquées qui vont apparaître cette fois-ci. Et si on choisit de modifier, voilà, de mobiliser de la réaction frontale, vous allez avoir la possibilité de saisir différentes données. Sur la hauteur de semelle qui est dans le sol, vous allez pouvoir en neutraliser une partie de la hauteur. Vous allez pouvoir également saisir un KP et un K0 qui vont être des données nécessaires pour calculer la butée, justement, nécessaire pour calculer cette réaction frontale.
et ensuite un bouton de calcul qui permet de réaliser les différents calculs, voilà, les différents calculs pour les différentes méthodes. Je vais juste fermer celui-ci, je vais me dépêcher de passer sur les fondations, superficielles au séisme. Alors, dans certains cas, vous n'êtes pas en zone sismique, donc vous n'êtes pas forcément confronté au dimensionnement sismique. Au stade de la G2AVP, tout comme il est rare d'avoir des descentes de charge, alors encore moins des descentes de charge sismiques. Néanmoins, sachez que l'outil existe et qu'il est séparé du calcul des fondations superficielles dédié à cela et qu'aujourd'hui, il est prévu pour fonctionner de la même façon que les fondations superficielles classiques. À savoir que vous pouvez saisir un ensemble de 6 cas de charge avec le même type de torseur. Alors les notations changent, mais vous avez quand même les conventions et vous pouvez réaliser la vérification en portance dans le cas sismique et la vérification au glissement dans le cas sismique. Dans le cas de sol frottant et de sol cohérent. Alors pourquoi sol frottant, sol cohérent? C'est l'Eurocode 8 qui fonctionne, c'est l'Eurocode 8 qui fonctionne sur ce distinguo et qui ne distingue pas forcément d'ailleurs, de cas intermédiaires entre les 2. Si vous êtes dans un cas intermédiaire, je vous invite en tout cas à réaliser les 2 calculs. Les formules sont différentes dans le cas des sols cohérents et des sols frottants. Petite info importante, voilà, il vous est expliqué dans la notice, non, c'est pas dans la notice d'ailleurs, c'est dans les instructions internes, comment faire fonctionner ce tableur. À savoir que vous allez avoir besoin de saisir Nmax, qui est, la capacité, portante ultime de la fondation sous une charge verticale centrée. Cette capacité portante, vous allez pouvoir la calculer à partir des 2 précédents tableurs que vous avez vus, que ce soit le 537 ou le 551. Ça vous est expliqué ici, voilà, la valeur à récupérer qui se trouve ici, c'est le RVD, voilà. Et dans quelle configuration il faut que vous vous mettiez pour la calculer. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les tableurs de fondation superficielle. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. J'enchaîne juste sur le tableur de fondation profonde, parce que malheureusement, j'ai perdu pas mal de temps au début et du coup, c'est vrai qu'on est obligé de passer un petit peu vite. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. Si je ne peux pas y répondre là d'ici, la fin du webinar, j'y répondrai après, il n'y a pas de souci. Donc le tableur fondation profonde, voilà, qui s'ouvre. Donc méthode Précio et méthode Pénétro qui sont séparées cette fois-ci, donc ils ne sont pas sur un même onglet, qui sont sur plusieurs onglets. Vous avez, ah, vous commencez à perdre la connexion, mince, désolé. Donc, pour ce qui est de la méthode, donc méthode Précio, méthode Pénétro, les onglets sont très similaires. Simplement, que la valeur que vous allez saisir n'est pas, le PL, mais le QC. Pour ce qui est du tableur fondation profonde, vous avez donc d'abord les données, les caractéristiques du pieu à saisir, la longueur, la catégorie du pieu. Un élément dont je vous parlerai juste après parce qu'il est assez important. Donc voilà, de la saisie du modèle géotechnique et ensuite un extrait des résultats. Ce tableur, il faut savoir que vous avez la possibilité également de réaliser une étude paramétrique, à savoir que vous pouvez faire varier le diamètre et la longueur du pieu et obtenir les différents résultats pour ces paramètres que vous allez faire varier. Pourquoi je veux prendre juste une minute pour m'intéresser à ça? C'est parce que, vous avez, une nouveauté avec la sortie de l'amendement, là, de cet été. À savoir que, maintenant, les coefficients de modèle qui sont appliqués, aux pieux de catégorie 10, 15, 17, 18, 19, 20, donc les 10, 15 et donc surtout les micropieux, ont un petit peu plus de latitude. À savoir, selon les, ah, on capte de moins en moins. Comment ça se fait ça? C'est bizarre. Alors je vais essayer de faire vite, je ne sais pas si vous m'entendez encore ou pas. Je voulais juste voilà, que vous montrer, l'incidence que peut avoir le choix de ces coefficients. Notamment, sur la portance des micropieux.
Les coefficients de modèle, pour reprendre le tableau qui est associé à ça, qui est un petit peu plus bas là ici à droite, voilà, vous avez ces différents sets de coefficients de modèle, à savoir les gamma RD1 et gamma RD2. Gamma RD1 qui est différent selon si on travaille en compression ou en traction, et gamma RD2 qui est toujours à 1,1. De façon classique, on avait les coefficients 1,15, 1,4, 1,4, 1,7 et 2, 2. Maintenant, on a le choix pour les micropieux, à savoir que selon si vos micropieux se trouvent dans des sols de type sable, sol intermédiaire sableux ou roche, vous pouvez sélectionner le choix 3 qui va du coup vous appliquer les coefficients de modèle 1,4 et 1,7. Si vous choisissez le choix 4, que vous êtes donc avec des micropieux qui sont plus dans les argiles, les sols intermédiaires argileux, les craies ou les marnes, vous allez appliquer les coefficients qu'on appliquait toujours pour les micropieux, à savoir 2 et 2. Là, j'ai laissé le choix tel qu'on l'avait de façon classique sur les micropieux, donc 2 et 2. On regarde la portance là ici, on avait une portance à l'ELS caractéristique en compression de 1605. Si on dit, voilà, bah, effectivement, notre micropieux, il traverse majoritairement des couches de type sableuse, on va appliquer le set de coefficients 1,4 et 1,7. Et donc là, vous vous rendez compte qu'on n'a plus du tout la même portance en compression. On récupère énormément de portance. Donc là, c'est un cas extrême. Je vous ai pris un cas vraiment extrême avec des QS que j'ai vraiment exagérés, avec des micropieux de type 3 pour voilà, que vous voyez bien le contraste. Néanmoins, voilà, ça peut être, faut bien faire attention à ce paramètre-là. L'amendement ne nous donnait pas plus d'éléments pour pouvoir l'imposer de façon automatisée. Donc c'est pour ça qu'on a laissé ça sous la forme d'un choix. Donc uniquement pour les pieux de catégorie 10, 15, 17, 18, 19, 20. Donc 17, 18, 19, 20, c'est pour ça que je dis souvent les micro-pieux parce que c'est quand même eux les principaux concernés par ce choix. Si on s'amuse à prendre une autre catégorie de pieux, on va prendre une catégorie de type pieux tarière creuse, tout ce qu'il y a de plus standard et classique. Pour les pieux tarière creuse, voilà, on va travailler avec du béton, donc il faut penser à activer le calcul de la résistance intrinsèque, vu qu'on va évaluer la résistance intrinsèque du béton, et que cette résistance intrinsèque, ah, on n'entend plus rien. Comment ça se fait? D'accord, OK. Alors, bah, j'ai quasiment terminé, hein, donc je vais terminer. Si effectivement vous entendez plus trop, vous pourrez de toute façon revoir le webinar, il sera en rediffusion. Heu, donc le calcul de la résistance intrinsèque, très important dans le cas où vous avez des pieux béton, tout simplement parce que selon les paramètres que vous allez saisir ici, ces paramètres vont se surimposer à la portance, qui est calculée en compression. En effet, on va pas pouvoir dépasser la résistance intrinsèque du béton en compression. Même si en frottement et en pointe, le pieu a en apparence plus de résistance, on ne va pas pouvoir dépasser la valeur du béton. Donc c'est pour ça que vous avez des valeurs ici, lorsqu'elles sont supérieures, qui se mettent en rouge et en barré. À ce moment-là, en compression, ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir prendre en compte. Sauf pour le LS quasi permanent pour lequel on n'a pas de pour le LS quasi permanent, pour lequel on n'a pas de formule, vis-à-vis du béton. Pour ce qui est des impressions sur ce tableur, donc vous avez une impression simplifiée de type G2 qui tient en une page et ensuite une impression de type G3 qui elle tient en 4 pages. Oui, et effectivement ce que dit Adrien, dans ces cas-là, on donne effectivement la valeur de la résistance intrinsèque. On ne donne pas la valeur de la résistance en compression. Vous avez une impression détaillée où vous avez tout le détail du calcul qui lui est sur 4 pages cette fois-ci pour le calcul de vos pieux. Ce que j'ai oublié, voilà, un onglet d'annexe. Vous avez ici à droite un récapitulatif en fait des différents éléments et des classifications de la norme. Ce sont des liens. Si vous cliquez dessus, ça vous emmène au bon endroit dans l'onglet d'annexe où vous avez les extraits des tableaux et des différents schémas de la norme. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, un onglet libre où vous avez la possibilité de faire des calculs, vous avez la possibilité de faire des calculs à la main s'il y a besoin. Je sais pas si vous avez des questions? Oui.
Ah, Adrien, une question, dis-moi. Donc pour les sols intermédiaires, oui. Alors du coup, si tu as un sol argilo-sableux, est-ce qu'on met la classe 6 ou classe 1? Bah, c'est un petit peu la question. C'est-à-dire que, alors déjà de base, la norme fondation profonde ne prévoit pas forcément le distinguo entre les sols intermédiaires argileux ou les sols intermédiaires sableux. Il faut que tu te places dans le cas de la sécurité. Moi, j'aurais tendance à mettre soit à mettre soit à mettre, alors normalement, entre 6 et 1, tu appliques les mêmes, en tout cas dans notre tableur, on applique c'est les mêmes coefficients. Parce que normalement, la norme fondation profonde, elle te définit une catégorie sol intermédiaire. Nous, on a fait le distinguo entre les sols intermédiaires argileux et les sableux qui se référencent aux mêmes catégories 1 et 2, voilà, argile et limon et sable et grave. Le piège que tu peux avoir d'ailleurs, c'est vis-à-vis de ce choix-là du coefficient de modèle que je vous indiquais tout à l'heure. L'amendement d'ailleurs ne faisait pas le distinguo, enfin si l'amendement fait le distinguo entre les sols intermédiaires sableux ou les sols intermédiaires argileux, mais de base l'amendement appliquerait les mêmes coefficients. En fait, à partir du moment où ça serait intermédiaire, on pourrait appliquer les coefficients qui minorent, enfin les coefficients minorés et donc du coup qui permettent d'obtenir plus de portance. Nous, de notre côté, on a fait le choix de continuer à garder cette distinction entre sol intermédiaire sableux et sol intermédiaire argileux et du coup, en fonction d'avoir, tel coefficient de modèle ou tel coefficient de modèle. Donc voilà. C'est d'ailleurs l'objet de la mise à jour de Foxta qu'on n'a pas encore sorti là sous le storefront. Foxta a été mis à jour là, récemment pour intégrer dans le module fond de prof, l'amendement et avec notamment ce choix de coefficient, qui est inclus donc, dans l'amendement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions? Les classes 6 et 7, si tu vas quand même t'en servir pour indiquer dans le cas où tu es dans des sols intermédiaires. Mais voilà, en tout cas, du point de vue de la sécurité, si tu as un sol qui est vraiment intermédiaire et que tu n'arrives pas à déterminer, le mieux, c'est effectivement de le considérer plutôt argileux que sableux. Parce que ce soit en termes de QS ou en termes voilà, de coefficient de modèle, du côté de la sécurité, c'est plutôt les sols de type argileux qui vont majorer tes coefficients de sécurité et qui vont minorer tes valeurs de frottement, enfin de QS. Euh, les schistes argileux. Ah. Hem, Bah, j'ai envie de dire après le problème c'est que ça dépend aussi de tes schistes argileux, il faut aussi regarder les paramètres géomécaniques que tu mesures. C'est, c'est voilà, c'est après c'est une analyse, c'est à toi de faire à ce moment-là l'analyse critique et à te placer du côté de la sécurité, voir dans quelle catégorie tu vas le placer. Si effectivement, schiste argileux, si tes schistes sont déjà très transformés et qu'on est déjà sur une majorité de bancs d'argile, bon, bah, sol intermédiaire argileux ou carrément argile, voilà. Après, quitte à est-ce qu'on irait à le considérer un schiste argileux, comme du rocher? Moi, à mon sens, la catégorie 5 rocher, c'est vraiment du rocher, sain. Voilà. Et donc du coup, avec des valeurs de QS qui vont être, très élevées. Alors, si vous voulez bien, je vais du coup fermer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, je pourrai y répondre par la suite. Et du coup, on arrive au bout de cette session de webinaire sur les outils donc utiles aux études géotechniques courantes. Donc on a passé la synthèse précio, la classe de sol sismique, la classification GTR, les fondations superficielles et les fondations profondes.
Heu, Merci Cécile. N'hésitez pas, voilà, à les utiliser, à nous faire des remontées, à nous poser des questions. Ah, bah, du coup, c'est bien Adrien, tu veux un webinar sur les essais Lefranc? C'est génial, tu me permets d'embrayer. Donc on attendait de finir le premier webinar. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines si ça vous intéresse. Le mardi 4 mai, donc pour notre deuxième session de webinar, cette fois-ci sur les essais in situ, sur les essais in situ. Donc avec les outils, pour les essais in situ. Vous retrouverez donc là-dedans les essais Lefranc-Nasberg, Matsuo, Porcher, les essais à la plaque. Une petite parenthèse sur les déflexions et les lugeons parce que c'est des nouveaux tableurs qui sont sortis et une présentation des différents outils, de suivi et de réalisation de suivi de piézomètre et de compte rendu de piézomètre. Et voilà, donc Samia précise, n'hésitez pas à donner vos avis, en notant ce webinaire aussi. Tac, je crois que c'est bon. Tu es en train de voilà, on vous fait passer le lien avec le programme, là, au plus tard demain, voilà. Eh beh, je vous remercie. J'espère que vous avez pu suivre un peu cette formation malgré peut-être les problèmes de débit de votre côté. La formation de toute façon sera mise en ligne, sous l'intranet et puis, bah, merci à vous. Bonne journée.